Il est auteur, il est éditeur et il vient de publier un délicat recueil de nouvelles, L'arrière-petit-fils. C'est aux éditions du Verbe Haut et c'est en vente sur le site TVL, bien évidemment, dans la rubrique boutique sur boutiquetvl.fr. Bonjour Jonathan Sturel. Bonjour Martial Bild. Alors vous avez souvent réédité des incontournables de la littérature et de la pensée enracinée, je pense à Peggy, à Taine de Montesquieu, mais est-ce que c'est ce goût de la lecture qui vous a donné l'envie de l'écriture? Oui, de la même manière que j'imagine que ceux qui se sont lancés dans une carrière de gastronome ont d'abord été des gourmands. Bien moi, avant d'être un auteur, j'ai été un lecteur et j'imagine qu'à force de se frotter aux lettres, surtout lorsqu'on a pris l'habitude de lire les plus grands des lettres, parce que j'ai la prétention de m'être intéressé très vite aux grands auteurs, c'est-à-dire aux grands auteurs classiques, et il est difficile lorsque l'on s'est frotté à ces grands auteurs de ne pas vouloir, non pas les égaler, on n'aura jamais cette prétention, je fais partie de ceux qui pensent que nos prédécesseurs sont des maîtres inégalables, mais de se frotter au même genre littéraire qu'eux et surtout de manier la même langue qu'eux, parce que c'est une logique de filiation aussi. J'aime l'idée que l'on puisse écrire aujourd'hui en 2023 ou en 2022 dans la même langue que celle qu'utilisait un auteur il y a 100 ans ou 150 ans ou même 200 ans. C'est-à-dire cette langue française qui se transmet de génération en génération et que nous tâchons de faire vivre en l'utilisant à notre tour dans nos propres livres. C'est vrai que vous soulevez cet aspect-là que j'ai retenu aussi, parce que ce livre est composé de 5 nouvelles, aux histoires d'ailleurs bien différentes. Et quand j'ai cherché quels étaient les points communs, je me suis dit sur la forme. Tout d'abord, vous déployez ce que j'appellerais une écriture classique, un style simple, clair, concis, un vocabulaire qui est souvent choisi sans être précieux, ou même daté. Est-ce qu'on peut affirmer, vous acceptez cette filiation d'être un écrivain classique ? Alors j'espère que la postérité, si j'en ai une, retiendra que j'ai essayé de le faire en tout cas. Ce que j'ai essayé de ne pas faire, c'est une écriture justement moderne, une écriture Houellebecqienne par exemple, c'est-à-dire une écriture qui a complètement intégré les codes, y compris lexicaux de l'époque. J'ai essayé de faire une écriture, alors qui n'est pas datée pour le coup, mais justement intemporelle, si je peux me permettre de croire que j'ai pu le faire. C'est-à-dire une écriture, enfin une nouvelle qui pourrait avoir été écrite l'année dernière, comme elle pourrait avoir été écrite il y a 50 ou 100 ans, c'est-à-dire en utilisant des codes stylistiques, pas intemporels évidemment, mais relativement classique en effet. Ce que je veux absolument éviter, ce sont les écueils de l'époque et faire une littérature qui soit vulgaire, qui est généralement la littérature d'aujourd'hui, ou qui soit graveleuse, ou qui descende dans le caniveau. Ce que j'ai voulu faire, c'est une écriture qui élève le lecteur et qui ne l'abaisse pas au niveau de l'époque. C'est très prétentieux. Abaisse les lecteurs ? Alors je ne sais pas s'il les abaisse, mais je suis à peu près sûr qu'il ne les grandit pas en tout cas. Et je pense qu'un certain nombre de lecteurs vont lire Houellebecq justement parce que ça leur renvoie l'image qu'ils se font eux-mêmes du monde moderne. Et la prétention de Houellebecq, c'est de décrire le monde moderne. Et beaucoup de gens vont chercher cette description du monde moderne. Pour le dénoncer. Pour le dénoncer, peut-être, mais il y a dans la littérature de Houellebecq beaucoup de mots qui sont relativement sales, des descriptions qui sont très directes, très frontales, pour ne pas utiliser un autre mot. Et c'est pas l'idée que je me fais la littérature. Enfin, c'est pas l'idée de la littérature que je veux faire en tout cas. Après que des gens le fassent, c'est libre à eux, évidemment. De toute façon, il n'y a pas de police de l'écriture en France. Je vais essayer de venger Houellebecq. Pourquoi un recueil de nouvelles? Vous ne sentez pas, vous, la capacité de vous livrer à un roman? Pas tout de suite, en effet. Et ce n'est pas parce que j'ai une piètre opinion de moi-même, parce qu'il faut s'aimer un petit peu quand même, mais c'est parce que j'ai une peut-être trop haute opinion du roman, au point que, par respect pour le roman, l'exercice romanesque que je place vraiment, pour moi, qui est l'un des sommets de la littérature, avant de m'y frotter, avant d'avoir cette prétention, j'ai voulu d'abord m'essayer à ce qu'on pourrait appeler peut-être le petit frère du roman, c'est-à-dire la nouvelle. Pas par incompétence revendiquée, mais vraiment parce que j'ai trop de respect pour le roman pour me lancer dans cette aventure et prendre le risque de salir l'exercice, ou en tout cas de ne pas être à la hauteur de l'exercice. Alors, dans l'ensemble des nouvelles, il y a des sources d'inspiration communes, nées sûrement de vos influences, et en tout premier lieu, peut-être que les téléspectateurs s'en sont d'ailleurs déjà aperçus, il y a la Lorraine, l'accent lorrain, fier enfant de la Lorraine, des montagnes à la plaine, sur vous plane ombreux, sereine, Jeanne d'Arc, vierge souveraine. La Lorraine, c'est important pour vous. La Lorraine, c'est tout pour moi. J'en viens. Et j'en viens littéralement et strictement. En ce sens que j'ai fait ma propre généalogie, aussi loin que j'ai pu remonter, c'est-à-dire 400 ans, parce que malheureusement, je ne suis pas issu de famille noble, donc je n'ai pas une généalogie qui peut remonter jusqu'au XIIe siècle, comme certains ont la chance de l'avoir. Moi, j'ai une généalogie qui dépend des registres paroissiaux, et le plus loin que j'ai pu aller, c'était 400 ans à peu près. Eh bien, pendant 400 ans, mes ancêtres sont nés, ont vécu, sont morts, se sont mariés, ont baptisé leurs enfants dans un périmètre de 50 à 60 km
km autour de Verdun, donc j'ai vraiment le pur produit de la Lorraine et je suis, comme disait Barrès à propos du nationalisme, l'acceptation d'un déterminisme. Eh bien, j'accepte que le destin ait fait de moi un Lorrain. C'est peut-être pas le destin, c'est peut-être le bon Dieu, c'est peut-être quelque chose qui a fait de moi un Lorrain. J'accepte cet héritage et j'aime la Lorraine. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, en France et à l'étranger. Le seul endroit où je me sens chez moi, c'est vraiment la Lorraine et c'est viscéral. Plutôt Metz ou plutôt Nancy? C'est question piège. J'ai vécu plus près de Nancy, mais j'ai une partie de ma famille qui est plus proche de Metz, mais sinon c'est plutôt Verdun, donc la Meuse. Mais Nancy est évidemment un des fleurons de la Lorraine, et il est inévitable d'aimer la Lorraine sans aimer Nancy. Alors, si on parle de la Lorraine, vous l'avez évoqué aussi, votre source d'inspiration revendiquée, c'est Barrès qui a magnifié cette Lorraine d'où souffle l'esprit. Barrès, dont nous fêterons le 100e anniversaire de la mort, le 4 décembre prochain. C'est un écrivain pour vous incontournable, de la colline inspirée au déraciné, en passant par le culte du moi. Oui, c'est vraiment Barrès, c'est vraiment un écrivain que je mets au sommet de mon panthéon personnel pour plein de raisons. Et une raison en particulier, c'est la raison que j'explique toujours à ceux qui me demandent pourquoi j'aime Barrès, c'est parce que je considère que Barrès était capable, je me répète parce que je le dis à chaque fois, était capable de dire avec sensibilité des choses intelligentes et avec intelligence des choses sensibles. C'est-à-dire que c'est un homme qui marchait sur ses deux jambes, il était à la fois un cœur, donc une sensibilité, et un esprit, c'est-à-dire un cerveau. Et il a réussi dans sa littérature, enfin dans son œuvre éditée, qui est quand même relativement vaste, puisqu'il y a des cahiers, il y a des journaux, enfin il y a des romans, il y a des livres politiques, il y a des livres polémiques, il y a... Discours. Exactement. Et il a réussi à embrasser un certain nombre de genres littéraires, mais dans tout ce qu'il a fait, on ressent à la lecture à la fois de la sensibilité et de l'intelligence. Donc ça me le fait beaucoup aimer, parce que je considère que la littérature, c'est quelque chose qui doit à la fois parler au cœur et à l'esprit. Barrès le faisait très bien, et évidemment, le point commun entre moi et Barrès, c'est la Lorraine, évidemment, qu'il a lui-même magnifié, comme vous venez de le préciser. Et quelqu'un qui aime la Lorraine, pour moi, n'est pas forcément quelqu'un de bien. Et si en plus il réussit l'exploit d'être le grand littérateur qu'il a été, et le grand esprit, puis le grand patriote qu'il a été, ça fait beaucoup trop de points communs avec Barrès pour que je l'ignore et que je n'en fasse pas l'un de mes maîtres. Barrès était un républicain et pourtant il ne bénéficiera pas en 2023 des ordres de la République. On ne lui reconnaîtra pas son rôle d'écrivain, de grand écrivain qui a eu des obsèques nationales, oui, c'est exact, à Notre-Dame de Paris. Oui, il fait partie. Il n'y en a pas eu tant que ça, c'était Victor Hugo avant lui. Oui, c'est vrai qu'il y a Césaire après lui. Oui, c'est vrai. C'est l'un des paradoxes du temps, ce qui veut dire qu'en fait, lorsque l'on dit la République, c'est un terme tellement générique. En 230 ans d'existence, la République a été protéiforme, puisque la République d'aujourd'hui ne se sent plus le devoir, ne se sent plus concernée par le républicain Barrès. C'est la preuve, la démonstration, à mon avis, qu'il y a eu une modification entre la République de Barrès et la République de François Hollande, par exemple, et que celle que revendiquait Barrès, et que celle dans laquelle un Barrès pouvait s'inscrire, n'est pas du tout celle d'un François Hollande, et que si Barrès était là aujourd'hui, je pense qu'il aurait à l'égard de la République d'aujourd'hui le même genre de critique que nous formulons nous-mêmes à son égard. Donc je déplore en quelque sorte que la République d'aujourd'hui n'honore pas Barrès, mais en même temps le fait qu'elle ne l'honore pas me donne l'impression que c'est une raison supplémentaire d'aimer le Barrès d'hier. À cet amour pour votre terre, la Lorraine, et votre passion que vous avez là évoquée pour Barrès, c'est bien évidemment une passion pour la pensée enracinée, et tout ça, ça naît de valeurs, bien évidemment. Et à ce terme de valeur, je vous ai entendu dire que vous préfériez un autre mot, celui de force. Oui, c'est vrai. Et je vais vous dire pourquoi et depuis quand je préfère le mot force au mot de valeur, puisque j'ai utilisé le mot valeur comme tout le monde pendant des années. Mais ce mot est tellement galvaudé en ce sens que tous les courants d'opinion, y compris les plus contradictoires et les plus contestataires les uns contre les autres, utilisent le même terme. Ça m'avait conduit à penser qu'un terme aussi fourre-tout ne pouvait finalement pas pouvoir dire grand-chose. Puis dans mes activités d'éditeur, j'ai réédité un petit livre qui a été écrit par un prêtre, un aumônier, qui s'appelle « Les forces morales du soldat chrétien ». Ça date de la Première Guerre mondiale. Et la description qu'il donne des forces, c'est-à-dire quelque chose qui vous élève, qui vous lève, qui vous tient debout. Une force, c'est quelque chose qui fait tout ça, alors qu'une valeur, c'est déjà beaucoup plus intellectualisant. Je ne sais pas exactement ce que veut dire valeur finalement, puisque tout le monde utilise ce terme et que ça a fini par le galvauder complètement, alors qu'une force, je sais très bien ce qu'est une force, je sais très bien quelle force je puise dans les livres de Barrès, par exemple, et ce ne sont pas des valeurs à proprement parler, mais ce sont vraiment des forces, c'est-à-dire quelque chose qui, lorsque vous êtes un peu raplapla, vont vous lever, et lorsque vous êtes déjà levé, vont vous tenir debout. C'est vraiment la distinction que je fais. Il faudrait que je développe évidemment pendant très longtemps, mais au terme de valeur, effectivement, je préfère le terme de force qui est peut-être aussi plus antique et plus martial. Oui, parmi ces valeurs ou ces forces, donc,
il y a la transmission. C'est le cœur d'une première nouvelle qui donne d'ailleurs son titre au livre L'arrière-petit-fils. La transmission, là aussi, c'est important parce que Barrès dit on est à un moment d'une chose éternelle, on est un lien entre ce qui nous a précédé et ce qui va nous suivre. Vous êtes toujours dans la pensée barrésienne. Mais oui. Effectivement, la filiation et le fait d'hériter de quelque chose. Et lorsqu'on me demande pourquoi j'écris, la réponse que je me plaise à faire, il y a beaucoup de réponses que l'on peut faire à la question de pourquoi avez-vous écrit. Je vais répondre de manière, je vais faire un tout petit développement. Je suis d'un pays, d'une civilisation, comme vous d'ailleurs, la France, qui a eu la particularité, ce n'est pas le seul pays à l'avoir fait dans le monde, mais la France est l'un de ceux qui l'ont fait le plus et le mieux, à savoir élever au rang d'art tout ce qui lui est passé entre les mains. C'est-à-dire quelque chose comme le fait de s'alimenter, besoin physiologique ô combien primaire, et bien de ça, on a fait la gastronomie. Quelque chose d'aussi utilitaire que de mettre un toit sur sa tête et des murs pour se protéger de la pluie et du vent, on a fait l'architecture. Et on peut dérouler comme ça l'exemple sur une quantité de disciplines, jusqu'à la littérature. En fait, la littérature, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de sublimer les mots. Au départ, les mots, ça sert à pour que deux personnes communiquent entre elles. Bonjour Martial, avez-vous l'heure, dans quelle direction je peux aller pour rejoindre telle ville, etc. L'utilisation, enfin vraiment un outil purement utilitaire au départ, le langage. Eh bien, même quelque chose d'aussi utilitaire et d'aussi primaire, entre guillemets, nous avons réussi à l'élever au rang de littérature. Eh bien, moi, en tant que Français, j'ai hérité de tout ça et je considère qu'au nom de ce dont vous venez de parler, cette force qui s'appelle la filiation, qui consiste à hériter de quelque chose pour le transmettre ensuite, j'ai voulu, en écrivant à mon tour, rendre un petit peu de ce que j'avais reçu et j'ai beaucoup reçu de la civilisation française, mais comme le destin ne m'a pas mis sur les routes des ateliers de peinture ou des laboratoires de cuisine, je n'ai pas été dans ces disciplines. Mais le destin a mis très tôt entre mes mains des livres et dans mon cœur le goût des livres lorsqu'il s'est agi pour moi de rendre une partie de ce que j'avais reçu. C'est tout naturellement la littérature que j'ai choisie. Plus que des valeurs, il y a aussi des attitudes dans la vie. Alors là, vous avez la dénonciation des cuistres. Et je pense par exemple toujours au cuistre BHL. Vous voyez, Bernard-Henri Lévy, je trouve que ça correspond bien. Et là, ça prend toute son ampleur dans une de vos nouvelles qui s'appelle Le Maringouin. Le maringouin. Oui, le maringouin. Peut-être expliquer le mot d'ailleurs. Le maringouin, c'est un terme des sciences de la biologie. En fait, c'est un dérivé ou un nom scientifique du moustique. C'est-à-dire quelque chose qui se pose sur vous et qui vous suce le sang sans que vous lui ayez demandé de le faire et qui d'ailleurs ne vous demande pas votre avis. C'est un petit peu comme ça que se comportent la plupart des gens qui aujourd'hui ont préempté le domaine de la pensée, le domaine de la réflexion, le domaine médiatique en France. Ce sont des gens à qui on n'a rien demandé. Personne n'a jamais demandé à BHL, puisque vous venez de le citer, mais ça vaudrait pour des cent. C'est pas un maringouin. C'en est un d'une certaine manière, puisque c'est quelqu'un qui est venu se poser là sur la surface de nos vies, de la France, et puis qui est venu en sucer la sève, le sang, etc., alors que personne ne lui avait rien demandé. C'est ce que je décris dans Le Maringouin, c'est-à-dire une attitude de gens qui se croient déterminés par je ne sais quelle force, par je ne sais quel destin, et qui s'imaginent avoir le droit de commander aux destinées d'une nation ou d'un peuple tout entier, alors que personne ne leur a jamais rien demandé. C'est cette attitude que j'ai voulu dénoncer, parce qu'en réalité, quand bien même nous serions en démocratie comme la légende le prétend, la plupart des gens qui commandent à nos destinées n'ont jamais été véritablement, spontanément et amoureusement choisis par la majorité des gens. Ce sont toujours des choix par défaut ou des gens qui se sont imposés par le jeu des réseaux, par le jeu des cooptations, etc. Donc il faut évidemment, idéalement, c'est une posture très très idéaliste, mais il faut le dénoncer, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, puisque la littérature n'est pas seulement une œuvre de divertissement qui est là pour nous reposer, c'est aussi quelque chose qui doit nous faire réfléchir et doit allumer quelque chose chez le lecteur. On ira lire Le Maringouin comme je l'ai fait. La très belle nouvelle aussi, Nous prierons pour lui. Mais on exerce votre attachement à ce qu'on va dire à la religion chrétienne ou à l'idée de remettre l'Église au centre du village. Et pourtant, votre histoire, on ne va rien dévoiler, intitulée donc Nous prierons pour lui, c'est quand même celle d'un échec de l'Église, on va dire. Voilà. Et pourtant, on a le sentiment que face à l'Église, confrontation avec l'Église, il y a le fatum, la fatalité, et que celle-ci, elle prend le dessus de manière inévitable. Effectivement. Et ceux qui ont lu, ceux qui liront cette nouvelle pourront aussi faire une autre lecture, en plus de celle-ci, qui d'ailleurs ne la contredit pas et la complète plutôt, c'est qu'il y a à la surface des choses, il y a la profondeur des choses, et que le personnage que nous suivons dans cette nouvelle, c'est décrit dans la nouvelle, n'est jamais allé dans les profondeurs des choses. C'est-à-dire que lorsqu'il a eu besoin du recours de l'Église, ça a été à un certain moment de sa vie, lorsqu'il lui est arrivé une certaine chose dans la vie, mais que ce n'était pas
quelque chose qui faisait partie de ses habitudes préalablement. Donc il s'est rattaché au secours de l'Église, et ce que cette nouvelle veut aussi démontrer ou signifier, c'est que ça ne suffit pas de se raccrocher à l'écume des choses, et que si l'on veut le secours par exemple de l'Église ou de la foi ou du bon Dieu, ce n'est pas seulement lorsque l'on a un genou à terre qu'il faut se tourner vers ses forces, mais c'est bien avant, et c'est pour préparer les épreuves et non pas attendre que les épreuves nous tombent dessus en espérant que l'Église pourra, à la manière d'un médicament ou d'un baume, nous guérir spontanément. Donc évidemment, dit comme ça, pour les lecteurs qui n'ont pas encore lu la nouvelle, ça paraît opaque ce que je suis en train de dire, mais s'ils la lisent et qu'ils réécoutent ce que je dis, tout ça prendra son sens, effectivement. Oui. Henri est un personnage qui reste voilà, j'en ai gardé encore le souvenir. C'est pas mal de jours que j'ai lu l'ouvrage. Mais je reviens à ça quand même. Vous êtes sûr, il n'y a pas de fatalité, comme il n'y a pas de sens de l'histoire. Probablement que si. Le sens de l'histoire, il n'y a pas de sens de l'histoire, il n'y a pas de fatalité. Si, vous pensez cela. Probablement que. C'est pas barésien. Que si, mais en fait, moi je pense qu'on est le fruit de nos déterminismes en réalité. Et à mesure que l'on va accepter ces déterminismes et les embrasser et en faire des éléments constitutifs de notre existence au quotidien, on va, alors non pas s'empêcher de subir des épreuves et de recevoir des coups, mais en tout cas on va se préparer à mieux les recevoir. C'est le sens que je veux donner aussi à ces choses-là dans ma nouvelle. Mais une fatalité, oui, ça nous emmènerait peut-être dans des discussions quasiment philosophiques et même théologiques, qui nous emmèneraient très loin aujourd'hui, mais... Non, on a Terre de Mission, qui était une mission religieuse à laquelle vous seriez très bien reçu, donc n'hésitez pas à venir reparler de cela, même si effectivement aujourd'hui ça ne va pas être le cas en raison du temps qui nous est imparti, à peine sorti. Votre ouvrage à peine sorti, c'est que dans quelques minutes, vous allez aller le présenter à la Nouvelle Librairie à Paris. Nous enregistrons à la mi-septembre. Quelle va être la suite pour l'écrivain prodige que vous êtes? Alors, bien évidemment, j'utilise ce terme-là à dessein parce que dans une de vos nouvelles, intitulée « L'écrivain prodige », vous dites que pour votre héros, son objectif avéré était d'être publié dans une vraie maison d'édition, et pour y parvenir, il tirait toutes les ficelles qu'il pouvait. Oui. C'est votre cas? C'est mon cas. En tout cas, lui, il l'a fait dans de mauvaises intentions, je crois. En tout cas, lorsqu'il a eu l'occasion de le faire et que les choses ne se sont pas passées comme il l'avait espéré, il n'a pas tiré les bonnes conclusions de ce qui lui est arrivé. Quand je viens de vous dire écrivain prodige, je ne m'avais pas dit non. Non, mais en fait... Non, je m'attendais à ce que vous m'indiquiez, mais pas du tout, ça ne me concerne pas. C'est donc bien vous, l'écrivain prodige? Non, ce n'est pas moi. Mais c'est quelqu'un que peut-être vous connaissez, que je ne dévoilerai pas son nom, mais c'est quelqu'un dont je me suis inspiré, que je connais, que vous connaissez peut-être, que beaucoup de gens connaissent. Je me suis inspiré de lui, parce qu'en fait, c'est quelqu'un dont j'ai observé le développement de la carrière, entre guillemets, et j'ai vu qu'il se comportait comme lui, et j'ai tout de suite vu qu'en fait, c'était pas caractéristique de lui, que ça n'était pas circonscrit à sa seule personne, mais qu'un certain nombre d'écrivains, ou pas d'ailleurs, ça peut valoir aussi pour des acteurs, ou enfin des gens qui sont dans la création de quelque chose, qui s'imaginent être tout de suite un écrivain prodige ou un comédien prodige, etc., et qui se rendent compte que s'ils le sont, ce n'est pas dans la réalité, mais c'est simplement dans leur rêve, parce qu'ils avaient autour d'eux un petit auditoire de groupies qui leur faisaient croire qu'ils étaient ce qu'ils n'étaient pas. Et ce que j'ai voulu dénoncer, entre guillemets, j'ai l'impression de vouloir tout dénoncer dans ce livre, ce que j'ai voulu montrer plus exactement, parce que je ne suis pas un moraliste ou un moralisateur, c'est qu'il faut faire très attention aux compliments que l'on reçoit, parce que certains des compliments que l'on reçoit, qui nous sont adressés de bonne foi par des gens qui nous apprécient et qui ne nous les adressent pas pour nous nuire, peuvent nous nuire néanmoins. Il faut faire attention aux compliments. Les compliments peuvent nous endormir. Et puis surtout, certains compliments ne sont pas mérités. C'est pour ça que j'espère ne pas être l'écrivain prodige de ma nouvelle, puisque on découvre, mais je ne peux pas le dire, que les compliments qu'il recevait et qui avait fini par le convaincre qu'il était le grand écrivain du nouveau siècle n'étaient pas mérités. Et j'espère que je mérite les compliments que je reçois. J'en reçois quelques-uns. J'espère que certains, en tout cas, sont justifiés. Vous acceptez les compliments, vous acceptez. Les critiques aussi. D'être reconnu, oui. C'est pas être connu. Oui, être reconnu. Encore faut-il être pour les bonnes raisons. L'écrivain dont je parle dans cette nouvelle est reconnu en tant qu'écrivain, mais pour des raisons qui ne sont pas littéraires en fait. Évidemment, là encore une fois, c'est opaque pour celui qui n'a pas lu le livre. C'est très difficile de parler d'un roman ou de nouvelle parce qu'il faut qu'on dise juste ce qu'il faut sans dévoiler les nœuds de l'intrigue. Je suis forcé à le faire aussi. Bien sûr, et j'essaye de... Voilà, je suis entre deux chaises. À chaque fois, j'essaye de ne pas dire ce qu'il faudrait surtout pas dire. C'est un très beau livre. C'est un livre qui mérite d'être lu, L'arrière-petit-fils et autres nouvelles. Alors, une fois que j'ai dit cela, ça vous pousse à faire ce roman.
Effectivement, oui, ben bien sûr, mais j'y pense et puis ça prend forme petit à petit et si le retour que je continue de recevoir après la publication de ce livre se confirme... Les compliments. Les compliments, voilà, en l'occurrence, s'ils se confirment et si j'ai la sensation qu'ils sont sincères et qu'ils me donnent la force et non pas la valeur, oui, la distinction par exemple, la force de continuer, eh bien peut-être que, comme j'ai tout à l'heure, j'ai pas voulu me frotter au roman par respect pour le roman parce que je voulais être sûr d'avoir fait mes gammes avant. Si on me dit que j'ai commencé à faire mes gammes avec ce livre, c'est peut-être qu'il est temps que je m'essaye au roman. En tout cas, c'est en projet. C'est en projet. Merci Jonathan Sturel d'être passé par TV Liberté de la Lorraine à Paris. Oui. D'autres, et importants, ont fait ce chemin-là. J'espère que j'aurai la même postérité que... Merci en tout cas, merci de m'avoir invité.